Voilà, voilà. Est-ce que votre micro à vous marche? Ça a l'air. Bon, on va espérer qu'Eri De Luca parle un peu ce soir, parce qu'on a quand même 1 heure ensemble. Allez, je vous le présente très rapidement et plus sérieusement. Il y a 10 ans paraissait son recueil, un recueil de poésie, Aller simple, dans la collection du Monde entier chez Gallimard. C'est un lecteur, un grand lecteur, c'est un écrivain napolitain, Eri De Luca, qui a rassemblé une partie de ses œuvres aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on le reçoit, qu'on est avec vous ce soir, dans un quarto qui est publié par sa maison d'édition française, Gallimard. C'est une dizaine de textes qu'il a déjà publiés en France, que vous avez peut-être pu lire, dont son tout premier, Pas ici, pas maintenant, ou encore Le Tour de Loire et Montevideo, qui a eu le prix féminin des étrangers à l'époque. Il y a aussi 5 inédits dans ce recueil de textes qui ont été publiés simplement, seulement en Italie, du théâtre, et puis des textes aussi qui nous parlent de sa ville de Naples. Un grand bonjour à vous, Eri De Luca. Bonjour. Bonjour. Il y a une personne qui n'est pas à nos côtés ce soir, mais qui pourrait l'être, c'est Danielle Vallin, parce que toutes ces pages de ce livre, de ces livres, ont été traduites par elle. Elle est votre traductrice, elle est votre voix française. Elle m'a rendu une espèce d'écrivain français. Parce que c'est pour ça que je suis entré dans ce format prestigieux du quarto, que c'est elle qui m'a fait m'a transformé en écrivain français. Je pense, j'ai le soupçon que la traduction française soit meilleure de l'original italien. J'ai ce soupçon. Mais pour être sûr, je devrais faire cette opération de me traduire du français en italien pour voir si c'est... Et je préfère pas vérifier. Et vous écrivez jamais en français? Non, je n'écris pas en français. Il n'y a rien qui vous vient en français? Rien ne vous vient en français? Il me vient les mots que je dois employer ce soir pour vous répondre. Oui, mais vous ne les écrirez pas. Parce que je préférais vous répondre en napolitain. Non, pas ce soir. Alors, ce recueil, je sais pas, ce quarto, comme on dit, ces œuvres choisies, elles paraissent non pas dans la collection des classiques, mais elles paraissent dans la collection des voix contemporaines. Est-ce que vous entendez ces voix, les voix de vos contemporains? D'abord, je suis content de n'être pas classique. Pas encore. Parce que les classiques sont passés, appartiennent au passé. Alors, quand on m'appelle un écrivain vivant, je préfère l'adjectif. Qui sont vos contemporains aujourd'hui? Les contemporains, toutes les personnes qui vivent dans mon temps, exactement, du bébé qui vient de naître au centenaire, sont tous mes contemporains. Mais ils n'ont pas tous un quarto. Donc, est-ce qu'il y a des écrivains contemporains, des voix contemporaines de la littérature avec lesquelles vous dialoguez? Non, je ne dialogue pas. En tant que lecteur, je ne dialogue pas. En tant que lecteur, je lis. Je ne lis pas comme le collègue de l'écrivain. Je ne suis pas le collègue de l'écrivain quand je lis. Je suis complètement lecteur. Il y avait une histoire qui regardait un écrivain suisse, s'appelait Robert Walser. Et Robert Walser, après avoir lu Dickens, était pris du désespoir. Parce qu'il, face à cette immensité, il a cessé d'écrire. Et son tort est d'avoir lu Dickens comme un collègue de Dickens. Il a voulu se mesurer à lui. Toi, jouis de Dickens, sois content de le lire, mais n'a rien à voir avec toi, non. Alors, j'ai fait une séparation totale, une dissociation complète entre le moi lecteur et le moi qui écrit. Ils ne se connaissent pas. C'est pas une intention, c'est passé comme ça. Il y a une dissociation complète, peut-être clinique, entre l'activité que je fais heureuse, activité que je fais comme lecteur, et l'activité un peu moins heureuse que je fais comme écrivain d'histoire, écrivain de pages d'histoire. Ça ne veut pas dire que le lecteur ne juge pas les histoires qu'il est en train de lire ou les auteurs, les écrivains qu'il est en train de découvrir. Il faut raconter votre première lecture de Don Quichotte, de Cervantes. Au début, vous vous êtes dit, mais qui est cet idiot, en fait, qui perd absolument tous ses combats? Et vous avez refermé le livre
Non, en non, vous j'étais disant que franchement... fâché contre Cervantes, non pas contre oui. le pauvre Quichotte. Non, j'étais fâché contre Cervantes parce qu'il prenait ce homme adulte, ancien, bien ancien. À l'époque, pour moi, je l'ai lu la première fois à 14 ans, donc il était vieux pour moi. Non. Un homme de 50 ans, c'était vieux. Et donc il prenait ce pauvre vieux homme, il le faisait tomber régulièrement, il l'humiliait, il ratait toutes les entreprises. Donc j'étais fâché contre Cervantes. Après, quand je l'ai relu, à l'époque, à l'âge de Cervantes, j'étais sur la cinquantaine moi aussi, je me suis aperçu de la deuxième mi-temps de la chute. Ça veut dire qu'il se relevait régulièrement de toute chute, de toute défaite. Il se relevait et il était prêt pour affronter la défaite prochaine. Il était invincible. J'ai trouvé cet adjectif dans un poème un poète turc, Nazım Hikmet, dédié à Quichotte. Et dans un passage, il dit « Tu es le chevalier invincible des assoiffés ». Alors, l'invincible à Quichotte qui a toujours perdu toutes ses batailles. Mais tout à coup, je me suis aperçu qu'il était exactement comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas être vaincu une fois pour toutes. Parce qu'il continuellement se remettait debout pour se battre à nouveau. Donc c'était invincible comme toutes les personnes qui sont continuellement défaites, mais qui ne se laissent pas, qui ne se rendent pas, qui continuent à se battre. Et donc j'ai fait la paix avec Cervantes, mais à 50 ans après. Mais reste le livre majeur de la littérature moderne pour moi. Vous êtes comment, vous, avec vos personnages ? Est-ce que vous vous sentez une responsabilité par rapport à eux, de ne pas les mettre dans des positions, des situations humiliantes, de penser à ce que sera leur sort à la fin ? Non, d'abord, pour moi, ce sont des personnes. Pour qui les lit, ce sont des personnages. Pour moi, d'abord, ce sont des personnes. Quelle est la différence ? La différence est que je l'ai connu déjà. J'ai déjà fait expérience directe de ces personnes et de l'ambiance et de la narration. Je ne dois pas l'inventer. Je la reprends. C'est déjà passé. Je fais un rédacteur. Je suis le rédacteur de l'histoire. Et donc, ma responsabilité n'est pas envers les personnes et personnages. Ma responsabilité est vers moi-même. Ça veut dire que je dois être sûr que ces pages, je ne peux pas l'écrire mieux que ça. Ça, c'est une question personnelle qui regarde mon esprit de contradiction contre moi-même. Et pour arriver à ce format du congé de l'histoire, je dois faire, quand j'écris à la main, hein, à la main sur le cahier, comme ça. Et quand j'ai terminé d'écrire sur le cahier, au lieu de relire, je recopie. Parce que si je relis, je vais trop vite sur les lignes. Alors j'ai besoin de recopier ce que j'écris. Alors quand je recopie, d'abord il y a aussi quelques divagations supplémentaires, mais quand je recopie, je m'aperçois que cette histoire continue à me plaire. Sinon, ce serait stupide de la recopier. Et après cette deuxième couche, je la recopie une troisième fois. Mes histoires sont brèves, c'est pas guerre et paix, non. C'est vite fait la recopie. Mais après 3 fois, je dis, mais alors, cette histoire, mieux que ça, je ne peux pas l'écrire. Alors je la tape avec des doigts et je la consigne à l'éditeur qu'il fasse quel qu'il veut. Donc quand quelqu'un me demande, mais combien de copies tu vends des livres, c'est une copie. Je la vends à l'éditeur. Après, c'est lui qui se débrouille. Ça ne vous appartient plus.
Non, pas totalement. Non, je le vends, Ouais. je l'ai vendu, j'ai vendu les droits. Donc c'est lui qui peut multiplier les peines et les poissons. Ce qui est marrant, c'est que vous racontez d'ailleurs dans ce quarto que vous avez une relation, ou peut-être est-ce ailleurs, que vous avez une relation très coupable à l'écriture. Enfin, plutôt une relation très coupable au lecteur. Vous dites d'ailleurs que vous n'écrivez pas un livre, vous le commettez, comme on commet un crime, comme on commet un délit. On est responsable du temps du lecteur. C'est une responsabilité que je prends, que je connais comme lecteur. Et donc, souvent, je me fâche contre le livre que je suis en train de lire. Et je cesse de le suivre. L'écrivain a commis le délit de me faire perdre du temps. Parce que je dois l'abandonner. Par contre, mon père était un lecteur inexorable. Il arrivait jusqu'à la fin du livre qu'il avait acheté. Il ne voulait rien savoir si c'est bon ou mauvais. Il arrivait jusqu'à la fin. Je l'admirais pour ça. Je ne peux pas lui suivre sur cette dévotion face au livre. Je ne suis pas dévot. Je n'ai pas cette dévotion pour le livre parce que je l'ai eu. Il les a achetés, il les a voulus, il les a cherchés. Il l'a aimé pour ça. C'était une acquisition pour lui. Je me le suis trouvé déjà tout autour de moi. Donc, j'ai eu une relation plus pratique, plus directe avec les livres. S'ils sont bons, s'ils sont bons pour moi, hein. Parce qu'il y a aussi des livres qu'on appelle classiques que je n'ai pas pu lire absolument. Et lequel vous n'avez pas terminé? Je peux dénoncer des importants auteurs que je n'ai pas pu lire. Beaucoup. Des grands auteurs que je n'ai pas pu lire. Proust. Ah. Ma mère lisait, il relisait pour toute la recherche. Elle a fait ça toute sa vie. Mais pour moi, c'est impossible. Bon, l'année dernière, on commémorait le centenaire. Vous n'auriez pas pu dire ça, mais non, cette année, vous avez le droit. Je ne serai pas convoqué pour ça. En 2023. Bon, donc vous êtes un délinquant, en fait, Éric Di Luca. Vous êtes un délinquant, quelqu'un qui commet des délits. Si. Je n'ai pas dit criminel, j'ai dit magistrats délinquant. ont pensé aussi ça. Hein? Dans ma jeunesse, il y a eu des magistrats qui ont fait cette définition de moi, ont donné cette définition de moi. Mais les journalistes ou les magistrats, vous savez... c'est une grande différence. Ah oui? Si, c'est une grande différence. Il y a vous savez, en latin, il y a deux formes pour employer le verbe demander. C'est le verbe petere et le verbe querere. Alors, querere, c'est le verbe qui donne voix au mot question. Querere, question. Alors, c'est une question. Vous, ce soir, dans les loges, je dis tout, parce que je suis un peu mal élevé. Alors, j'ai tutoyé la madame. Mais ici, il faut dire vous. Alors, dans les loges, vous m'avez posé des questions, non? Oui. Et sont belles les questions posées par quelqu'un qui s'intéresse de vous, qui veut savoir quelque chose de vous. Et c'est un acte de générosité pour moi. C'est un acte de gentillesse, de cordialité, de s'intéresser de quelqu'un. Et ça, le verbe querere, question. Qu'avec les magistrats, il n'y a pas de verbe querere. Il y a le verbe petere. Petere veut dire, c'est pas péter comme en français, non. Non. Ne me prêtez le pété de français. Non. Le verbe petere en latin veut dire demander pour obtenir. Pas pour savoir, mais pour obtenir. Et alors, les magistrats posent des questions pour obtenir confirmation de ce qu'ils prétendent savoir déjà. Donc, ce n'est pas un acte de cordialité, mais c'est un acte d'incrimination qui sert à confirmer leur hypothèse de crime. Donc, j'ai connu bien la différence. Donc, délinquant. Mais délinquant professionnel, ou en tout cas, vous êtes un délinquant professionnel. Appliqué.
Et vous le dites dans ce quarto. Occasionnel, par exemple. Occasionnel. Mais, non, ce que vous écrivez, c'est ce qui figure là, je ne sais pas faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'on peut estimer que vous êtes à peu près content du résultat. En tout cas, vous avez fait ce que vous pouviez. C'est bien ça, Éric De Luca, ou pas, pour ces textes? On est d'accord? Il y a quand même le temps qui passe aussi pour les livres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce quarto, vous republiez notamment votre premier roman. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez avec une certaine tendresse ou avec un peu d'indulgence vos premiers écrits? Non. Non, non, ils étaient le mieux que je pouvais faire à l'époque. Déjà. Mais je ne fais pas des progrès. Ça veut dire qu'il n'y a pas de progression ou d'amélioration dans les... Je ne fais pas d'expérience avec l'écriture. Toutes les fois que je me mets à écrire une histoire, je suis un débutant absolu. C'est ma première histoire. Toutes les fois, c'est toujours... Toute l'histoire que j'ai déjà écrite ne me sert à rien. Ne m'aide à être à l'auteur de l'histoire que je suis en train de... que je vais raconter. Donc, les histoires que j'ai écrites sont le mieux que je pouvais faire à l'époque. Je ne changerais rien. Si je changerais quelque chose, ça veut dire que je me suis trompé sur moi. Sur le fait que j'ai donné congé à des choses qui pouvaient être faites mieux. Et donc, je prétends de moi que je ne peux pas faire mieux que ça. Oui, ce n'est pas un métier. On n'acquiert pas un savoir-faire au fil de l'écriture. Non, il ne donne pas de l'expérience. Pas comme un artisan ou un ouvrier. Un ouvrier, en tant qu'ouvrier, je suis beaucoup amélioré pendant les années. J'ai commencé manœuvre, je suis terminé maçon, donc j'ai fait toute une carrière. Alors ce premier livre, ce premier roman, il s'appelle Pas ici, pas maintenant en français, et il ouvre ce quarto. Gallimard l'a publié en 2008. C'était déjà une nouvelle édition parce que l'ouvrage était paru en 92 sous le titre Une fois un jour chez Verdier. Vous avez donc choisi de le faire figurer parce que vous avez été d'accord pour les choix qui ont été faits dans ce quarto, un peu peut-être comme un premier pas ou comme le roman ou le livre de l'homme que vous étiez à cette époque-là. Mais il y a quelque chose en plus peut-être avec lui, c'est que ce premier livre, votre père qui était devenu aveugle, il l'a tenu entre ses mains. Est-ce qu'il a pour vous une valeur particulière, ce premier roman, ce Pas ici, pas maintenant? Mais un valeur particulier parce qu'il a pu tenir entre les mains et imaginer un futur différent de ce fils perdu. Parce que je suis parti à 18 ans de la maison, je me suis engagé dans les années révolutionnaires, après j'ai fait l'ouvrier, je suis allé du bénévole en Afrique. Et alors à la fin de sa vie, il a eu la chance de tenir dans les mains ce livre et avoir comme ça une espèce d'imagination différente du futur de ce fils égaré, perdu. Donc pour moi, il était important de lui... Mais le livre, il l'avait déjà lu, il l'avait déjà écouté, parce que ma mère, c'était une histoire que j'avais écrite des années avant, et que j'avais offert à eux, j'avais envoyé à eux pour un Noël. Comme ça, ma mère faisait la lectrice pour mon père. Donc, il le connaissait déjà. Mais les livres, le format du premier livre, avec comme couverture une photo prise par lui dans la maison napolitaine, et regardait ma mère, ma sœur et moi, petit. Donc c'était ça. Il y avait aussi son marque de fabrication. Et il est présent dès la première ligne. Tant que la lumière fut dans ses yeux, mon père fit des photographies. Toute une étagère se remplit de nos images, prises dans des circonstances particulières ou banales. La récolte dura 10 ans, pas plus, des premières années de bien-être à celle de la perte de sa vue.
Ainsi reste illustrée jusqu'au détail une époque, peut-être la seule que j'ai réussi à oublier. Les albums, les archives ne soutiennent pas ma mémoire, mais au contraire s'y substituent. Et c'est vrai que votre père faisait énormément de photos. Il adorait ça, il avait toujours un appareil photo à la main. On en retrouve certaines d'ailleurs dans ce quarto. La mémoire, c'est quoi pour vous, Eri De Luca? Est-ce que c'est la matière première quand même de vos romans? Si, mais, Le souvenir. si, mais le souvenir est quelque chose que je n'ai pas accès à ma mémoire. Ma mémoire n'est pas un archive que je peux consulter. J'oublie tout, complètement tout. Et parfois, de cette ténèbre de la mémoire, ressort quelques fragments, quelques petits détails. Alors je l'attrape. Je l'attrape, je suis heureux de le rattraper. Et pour faire continuer ce fragment, je l'écris. Alors autour de ce fragment se reconstitue une petite ambiance, avec des personnes, des lieux qui existent. Et donc j'ai l'impression, quand j'écris, de convoquer des absents. C'est toujours une voix directe, un moi narrateur dans mes histoires. Il y a quelqu'un qui les dit de l'intérieur, avec une voix qui le dit de l'intérieur. Et cette voix me permet de convoquer des personnes qui n'existent plus. Et ils sont à nouveau autour de moi. Et je peux dire que dans l'écriture, je suis un convocateur de fantômes. Je fais la convocation, un appel de fantômes. Et qui obéissent. Ils sont gentils, les fantômes. Ils viennent, se présentent et dans le développement de l'histoire, il prend la parole. J'entends leurs voix et je suis leur rédacteur. Donc c'est une activité qui prétend l'oubli d'avant. Pour écrire, je dois d'abord avoir oublié. Alors c'est la mémoire, ça veut dire le sursaut du souvenir. Un mot de la solitude qui est aussi quand même présente un peu partout entre ces lignes. Quand vous avez arrêté vos années militantes, vous êtes passé à l'écriture. Et l'écriture, vous l'avez vécue, ou vous le dites en tout cas comme tel, comme un éloignement, pas comme un exil. C'était une activité, c'est devenu une activité solitaire, une activité plutôt silencieuse après des années où vous avez été plutôt un nous qu'un jeu, hein, des années où vous avez intégré, participé à des foules indociles, où vous avez clamé des slogans aussi dans les rues. Cette solitude-là, est-ce que vous ne l'aviez pas déjà apprise ou connue bien plus tôt? Mais peut-être que c'était une autre solitude, la solitude du lecteur, justement, entre les livres, dans la bibliothèque de votre père, quand vous étiez dans cette chambre étanche, comme vous l'avez raconté, parce que votre père, par rangée, mettait 2 séries de livres, hein, ce qui fait que vous viviez vraiment, quand vous étiez lecteur, dans un cocon au milieu de cette bibliothèque de votre père. Quelle solitude vous avez expérimenté là, à l'âge de 16-18 ans, quand vous étiez au milieu des livres? Alors d'abord, je suis napolitain, donc à Naples, la solitude est impossible. Sauf dans la bibliothèque de votre père. L'expérience de la solitude m'est complètement inconnue. Ce que j'ai expérimenté avec la bibliothèque paterne et après qui était bien fait, bien apte à mon caractère, c'est l'isolement. L'isolement, je suis très pratique. Je peux m'isoler n'importe où. J'ai réussi à m'isoler même quand je faisais le travail de marteau-piqueur. Alors, le corps faisait le travail et j'avais la tête qui se racontait des histoires comme des souvenirs, parler, chanter, aller pour sa route, pour son parcours. Donc je suis très capable de m'isoler partout. Mais j'ai appris l'isolement exactement à Naples, dans cette maison, cette librairie de mon père où je dormais. J'étais hôte de la librairie de mon père. Ce n'était pas ma chambre. Il n'y avait pas des jouets là dans cette chambre. Il n'y avait que les livres de mon père. C'était petite et j'étais coincé, mon lit était coincé parmi les
les parois des livres. Parce que mon père achetait, continuait à acheter des livres. Chaque déménagement, ma mère essayait d'alléger le poids. Mais alors là, je me suis trouvé avec cet endroit silencieux. C'était l'endroit le plus silencieux de la ville de Naples. Tous ces livres, ce papier, qui était un magnifique matériel isolant. Alors, quand j'ai commencé à tirer ce matériel isolant, à apprendre à le lire, là, il y a eu un supplément d'isolement. Il y a l'isolement de l'acoustique et aussi l'isolement de la lecture. Donc, c'était ma spécialité, double isolement. J'ai appris l'isolement. Et là, vous en parlez avec le sourire, et on imagine qu'au milieu de ces livres, vous étiez parfois plutôt heureux de vos lectures, mais vous en parlez aussi quand même d'un temps ou d'un âge où cette solitude ou cet isolement que vous aviez vécu ou ressenti au fond de vous à 18 ans n'était pas forcément que positive. En tout cas, était différente que de la solitude de l'écrivain. Vous dites à 18 ans, vous étiez un solitaire, par tempérament, par désarroi et par obstination. Vous dites aussi qu'au milieu de cette bibliothèque de votre père, c'était pour vous comme un refuge ou un abri. Ça veut dire qu'il y avait une menace quelque part. Et vous parlez de celui qui est aux abois. Vous dites, pour celui qui est aux abois, il y a le ciel et il y a les livres. Pourquoi vous étiez aux abois à 16 ans, à 18 ans, dans ces âges-là? Qu'est-ce qui vous manquait? Non, rien ne me manquait. J'étais encerclé par les devoirs, par la ville, par le fait que par les études, je ne voulais pas subir tout ce qui était prévu pour moi. Donc, c'était... Vous savez, quand on commence à lire, très jeune, gamin, les livres des adultes, on commence à comprendre, à un âge trop précoce, la fragilité des adultes, sans avoir lu. En les voyant, en les écoutant, ils sont des géants. Ils avaient des histoires énormes à raconter. La guerre, les migrations, les bombardements, les fantômes. Et après, quand on lit les histoires des adultes, non, parce que le livre de mon père était le livre pas des livres pour enfants. Alors on comprend que ces adultes sont délicats, fragiles, ne sont rien de ce qu'ils prétendent être. Il y a un décalage complet entre leur format et leur consistance humaine. Et alors se manifeste dans moi un esprit de critique et de contradiction qui ne pouvait pas s'exprimer matériellement, parce que je ne pouvais pas oser me discuter, non, critiquer mes parents. Mais c'est enraciné dans moi cet esprit de contradiction qui s'est continuellement précisé à travers les lectures. Et quand je suis arrivé à l'histoire, ça veut dire à l'histoire de la première moitié du XXe siècle, là où je n'étais pas encore là. Parce que mon père se remplissait les pages de cette histoire parce qu'il n'avait rien compris de ce qui s'était passé, de sa jeunesse complètement bouleversée par la guerre. Il n'avait rien compris. Comme tous les témoins ne comprennent rien, ne savent rien de ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sont pas des spectateurs. Les spectateurs achètent le billet et vont voir le spectacle et sont là pour ça. Mais le pauvre témoin, il n'est pas là pour un spectacle. Il est là pris tout à coup par une guerre, explosion, déportation, fuite. Donc il n'avait rien compris de ce qui se passait. Et donc j'avais tous les livres de la guerre.
sur la destruction des Juifs d'Europe, par exemple. Et là, s'est formé, à côté de cet esprit de contradiction, un sentiment de justice. Et le sentiment de justice provient de la constatation de l'injustice. L'injustice est un choc qui peut arriver ou ne peut pas arriver. Non, une personne ne peut pas s'apercevoir de l'injustice. Ce n'est pas nécessaire d'être sensible à l'injustice. Mais pour moi, c'était comme ça. Alors, se produit une réaction à chaîne. Je me suis détaché de tout. Je me suis arraché de ce lieu, sans savoir où, sans savoir aller où. Mais je ne voulais plus être quelqu'un de là. Je voulais complètement changer mes connotations, ma vie. Je ne m'emportais rien de ma vie. Je ne voulais plus être là. Donc je suis allé à la déroute, tout seul. Mais le cas a voulu que je me suis trouvé dans une génération qui était insurgée par les rues. Alors, ma déroute personnelle, c'est lié à une déroute générationnelle. Nous avons été une génération déroutante. Alors là, vous êtes parti à 18 ans, vous prenez ce billet de train, un billet sans retour, vous quittez Naples, vous allez à Rome. Il y aura cette... Parce que le billet arrivait jusqu'à Rome. Voilà, un peu plus que ça. L'Ota Continua, les années de cuivre, comme vous les avez appelées, ces années 70, cette décennie qui ont été parcourues d'une secousse, d'un essaim sismique de lutte, tel que vous les avez racontées dans le plus et le moins. Ce sont des années qui vous ont traversé. Et puis à un moment, donc, vous avez, comment on dit, je ne sais pas moi... raccrocher, enlever le chapeau du militant et choisi de vous réisoler. Est-ce qu'il faut forcément distinguer les deux? Donc, est-ce qu'il y a eu le Eri De Luca militant? Est-ce qu'il y a eu après le Eri De Luca écrivain? Ou est-ce qu'on peut dire que dans l'écriture, vous avez trouvé quand même une autre forme d'engagement? Vous n'aimez pas ces mots, la responsabilité, l'engagement de l'écrivain? Mais je n'ai pas quitté l'engagement révolutionnaire. C'est l'engagement révolutionnaire qui a quitté moi. Ça veut dire que l'organisation que j'avais contribué à former et à faire avancer par beaucoup d'années, tout à coup s'est dissoute autour de moi. Alors, elle s'appelait Lotta Continua, la lutte continue. Et la lutte devait continuer. Elle ne pouvait pas s'interrompre. Mais elle s'était interrompue. Et alors, je me suis trouvé comme ça, comme quelqu'un qui... voyait se disperdre, la dispersion de toute une communauté de personnes autour. Et qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai fait ce que je n'avais pas fait des études, j'avais passé toute ma jeunesse dans ce militantisme à temps plein. Donc, j'ai fait l'ouvrier. J'ai commencé à faire l'ouvrier par nécessité. Et donc, c'est passé comme ça. C'est passé d'une communauté à l'isolement, dans un bref délai de temps. A été pour moi un moment, des années d'obstination. D'obstination et d'isolement complet. Toutes les années 80, pour moi, ont été des années comme ça. Après... j'ai paru le premier livre, mais pendant ces années, je faisais des lectures, oui, mais j'écrivais. J'écrivais des histoires pour moi. Je ne savais pas que c'était des histoires qui pouvaient avoir quelque intérêt pour quelqu'un d'autre, mais je le faisais pour moi. Ça, donc longtemps, vous avez commencé quoi? 10 ans à écrire, réellement 10 ans avant d'avoir été publié pour la première fois, au début des années 90? Vous avez toujours écrit? Oui. Je me suis toujours tenu compagnie avec l'écriture. Écrire, non? C'est tenir compagnie avec l'écriture. Ça a été la meilleure compagnie pour quelqu'un qui a cette vocation à l'isolement, le fait de pouvoir écrire des histoires, c'est une belle manière de se tenir compagnie. C'est aussi belle comme faire les mots croisés. L'écrivain peut inspirer, il ne peut pas inciter à, comme
le dit la loi. C'est ce que vous avez aussi raconté dans cette analyse de termes, de mots assez singulière que vous avez faite dans La Parole contraire, où vous discutiez les termes de la notification de votre mise en examen dans l'affaire de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. C'est intéressant cette distinction, là encore, comme on le faisait tout à l'heure, entre questionner et demander, entre inciter et éventuellement inspirer. Donc dans cette lutte, il n'y a pas des écrivains qui vous ont incité à prendre les armes, entre guillemets, pour aller rejoindre la lutte de vos frères. En revanche, il y en a qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé à penser contre vous-même, qui vous ont fait avancer. Il y a des livres fondateurs? Moi, j'étais inspiré par exemple, de la lecture de Hommage à la Catalogne de George Orwell, inspiré par la guerre civile espagnole. J'étais du côté anarchiste plutôt que côté communiste dans la guerre civile espagnole, comme lecteur, comme personne qui était venue après. Et donc, je pouvais choisir mon champ de bataille comme lecteur. Donc, j'étais George Orwell m'a inspiré, m'a pas instigé. J'étais instigé de moi-même déjà. J'étais déjà complètement instigé. Mais il m'a inspiré, m'a fait connaître quelque chose de moi qui était déjà là, mais qui avait besoin de quelqu'un qui le nomme. Et Pasolini, c'est pas tout à fait pareil. Non, Pasolini, c'est un intellectuel de l'époque qui avait fait un service même de soutien de notre organisation, parce qu'il avait accepté de faire le directeur responsable de Lotta Continua pour une brève période. À l'époque, pour faire sortir ce journal, Lotta Continua, il fallait avoir des directeurs responsables inscrits comme journalistes dans le registre des journalistes officiels. Donc, il y avait des journalistes qui faisaient ce service de prêter leur nom, leur signature pour faire sortir le journal. Un journal dans lequel ils ne pouvaient pas écrire, avec lequel ils n'étaient pas d'accord, mais qui sentait la responsabilité de faire sortir des voix aussi avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'est pour moi le format, le statut de l'intellectuel, quelqu'un qui défend les mots des autres pas seulement les siennes, ou de la consorterie intellectuelle, mais aussi des autres avec lesquels tu n'es pas d'accord. Mais tu défends les possibilités de s'exprimer. Ça, c'est un intellectuel pour moi. Pasolini était un intellectuel. Ouvre ta bouche pour le muet. C'est peut-être ce qui résume le mieux votre démarche, Éric De Luca. Vous le dites, le domaine de l'écrivain, en fait, c'est la parole. Et parfois, il faut savoir utiliser sa parole, en tout cas dans le domaine public, pour porter une voix. Vous avez le devoir, ou l'écrivain a le devoir de protéger le droit de tous à exprimer leur propre voix. Je me souviens de ce poème que vous avez écrit, et peut-être beaucoup s'en souviennent aujourd'hui parmi nous, au moment de la tragédie, d'une de ces nombreuses tragédies des migrants en mer Méditerranée. Quand vous avez pris votre plume, c'est un poème que vous avez écrit. Pourquoi c'est cette forme-là qui est venue? Pourquoi ce sont ces mots-là, cette manière de dire toute la tristesse, la compassion, la douleur que vous éprouviez à ce moment-là? La tragédie a besoin d'un format, a besoin d'un format épique, a besoin de la poésie. J'ai appris le yiddish et j'ai traduit le chant du peuple juif mis à mort, das Lied von ausgeärgerten jiddischen Volk. J'ai traduit ce poème, ce long poème, d'un auteur qui s'appelle Itzhak Katzenelson, qui parle de la destruction du ghetto de Varsovie. Et c'est un poème tragique, mais le titre est Das Lied, le chant. Face à la tragédie, l'humanité a réussi à transformer la tragédie en chant. À partir de l'Iliade, l'Iliade commence, chante-moi, déesse de la tragédie de cette guerre. Pour nous, est devenue une espèce de théâtre, mais il était une guerre.
avec des morts, un siège qui durait par des années. Homère le transforme en chant. C'est ça que fait la poésie. Arrive à transformer en chant les tragédies humaines. Et donc, j'ai tout simplement employé ce format en manière approximative, bien entendu. Mais j'imaginais que tard ou tôt pouvait sortir un poète qui est capable d'écrire l'épique de ses voyages, la grande épique de ses voyages. Et donc je voulais être comme le poisson pilote de ce grand poisson qui est le poète qui écrira cette histoire. Vous l'avez dit aussi une fois, la poésie, ce n'est pas l'art d'arranger les fleurs. Ça dit quelque chose quand même du statut que vous accordez à la poésie. On est là ici à la Maison de la Poésie. Sur la fonction du poète, ou aussi cet art particulier qui ne doit pas juste être là pour sonner bien à nos oreilles, pour agrémenter aussi nos vies, mais qui est pour vous, la poésie, quelque chose à laquelle, en tout cas, auquel vous vous raccrochez dans les moments où vous ressentez une urgence, où vous ressentez la tempête, où vous ressentez que le monde ne va pas bien peut-être aussi. Hein. J'ai connu un poète de Sarajevo. À l'époque, je faisais des voyages comme bénévole, comme chauffeur de convoi d'aide pendant la guerre de Bosnie. Et j'ai connu un poète dans Sarajevo. On entrait dans Sarajevo à travers un tunnel long 1 kilomètre, étroit. On pouvait aller tout simplement dans un seul sens de marche. On ne pouvait pas se croiser. Et nous déchargeons notre bagage, notre aide, on se le mettait sur le dos et on passait, on entrait dans Sarajevo comme ça. Et là, j'ai connu un poète de Sarajevo, s'appelait Izet Sarajlić, qui était né en 1930 et mort en 2002. Et donc, il m'a raconté des histoires qui regardaient Sarajevo et la poésie. Donc, dans Sarajevo, on faisait des soirées de poésie. Ces gens-là qui n'avaient rien, même de la nourriture, le soir, prenaient des chaises et les amenaient dans un souterrain où il y avait des poètes qui, avec la bougie de la chandelle, passaient toute la nuit à dire des poèmes, à lire, dire, réciter des poèmes. Donc là, ces gens-là avaient besoin de des mots qui étaient à l'auteur de leur malheur. Des mots qui pouvaient suspendre le siège, faire oublier l'endroit où ils étaient. Et alors, ces soirées de poésie duraient toute la nuit. Et alors, mon ami poète avait tiré cette phrase. Mais tu regardes, qui a fait le travail nocturne pour empêcher l'arrêt du cœur de notre ville? Nous, les poètes, ont fait le travail nocturne. Ça, c'est la poésie a été à l'auteur du malheur de Sarajevo. La poésie, ou est à l'auteur de ça, ou n'est rien. C'est rien. L'écrivain romancier Andreï Kourkov, ukrainien, qui racontait la même chose que ce que vous venez de nous dire, Éric Deluca, cette idée que même dans la guerre, et c'est ce qui se joue en ce moment à Kiev, un peu partout d'ailleurs en Ukraine, sous les immeubles, des écrivains, des poètes qui se réunissent et des clubs de lecture qui naissent dans ces moments-là pendant la nuit. C'est peut-être de guerre en guerre quelque chose qui se retrouve, l'importance aussi de la littérature, de la culture, là où on aurait tendance à penser que dans la guerre, elle n'a pas sa place. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine pour vous aujourd'hui, Éric Deluca? Vous regardez ça comment? D'un peu loin ou... Non, vraiment pas trop loin. Parce que quand c'était le mois de mars de l'autre année, j'ai acheté un vin avec un ami, un vin pas nouveau, un vin de deuxième main. Et on a chargé des
des choses et on les a amenés en Ukraine. Et on a commencé à faire ces allers-retours et jusqu'à maintenant, on a fait 9 allers-retours. Donc, je l'ai vu, j'ai voulu être là. J'ai voulu être avec ce minuscule aide, Ansel Van, qui répond aux demandes, aux questions, aux requêtes qui nous se présentent de moment à moment. Maintenant, nous sommes en train de consigner des générateurs électriques. On a consigné déjà des générateurs électriques, mais maintenant on a fait une récolte de générateurs électriques parce que dans les écoles où ils sont les réfugiés, et ils font aussi des leçons pour les écoliers. Dans les écoles, il n'y a pas de lumière. Parce que toutes les installations électriques ont été frappées exprès par l'artillerie de l'invaseur. Donc on fait ces allers-retours. On est devenu un peu pratique de l'Ukraine. Et ce que je peux savoir, tout le monde le sait, que les prochains mois seront les pires et les décisifs. Ne tombez pas en arrière. Hein? Ne tombez pas en arrière. Ne tombez pas. Ne tombe pas en arrière. Ah, si un alpiniste tombe en arrière, c'est perdu. Hein. Bon, vous êtes une voix contemporaine, Éric Di Luca. Juste vous poser quand même peut-être la question du mot. Vous traversez le temps avec vos histoires et vous avez dit une fois que le vocabulaire est votre machine à remonter le temps. Ça veut dire que le voyage commence souvent avec un mot pour vous, un mot qui porte la couleur d'une époque, un mot qui porte peut-être l'ADN d'un peuple. Il y a eu peut-être ce mot qui pour vous raconte encore aujourd'hui les temps bibliques. Il peut y avoir ce mot qui à un moment a incarné à lui tout seul le temps des camps d'extermination, le temps de la Shoah, les temps de la guerre. Quel serait aujourd'hui pour vous le mot de l'époque? Fraternité. Ça veut dire que c'est urgent la fraternité. La fraternité envers les personnes qui font des voyages du désespoir. Fraternité envers une nation européenne envahie. C'est une question de fraternité. Mais la fraternité, c'est un sentiment. Vous, les Français, vous avez introduit dans le langage politique du monde la trinité laïque, liberté, égalité, fraternité. Bon, merci. Mais pour la liberté et pour l'égalité, on peut se battre pour la conquérir ou pour la défendre. Mais la fraternité, c'est quoi? On ne peut pas se battre pour la fraternité. La fraternité, c'est exactement la condition humaine qui permet à une communauté de serrer les rangs, les fibres, réunir les fibres d'une communauté dispersée et former donner la possibilité de se battre offrir la possibilité de se battre pour la liberté, pour l'égalité. Donc c'est une question pour la justice, pour un sentiment de justice. Donc la fraternité, on ne peut pas la demander. C'est un sentiment. Se produit ou on ne se produit pas. Et le sentiment de la fraternité est un sentiment que dans cette invasion s'est produit. Ce n'est pas produit pour l'immigration. Pour l'immigration, c'est une fraternité au niveau de base, au niveau du rez-de-chaussée, où les personnes viennent être reçues, accueillies et aidées à s'introduire, donc, à s'installer, à commencer à s'installer, contre toute volonté de le repousser. Mais dans le cas de l'invasion, c'est produit une fraternité européenne. L'Europe a ressenti ce sentiment de fraternité en accueillant millions de réfugiés, en soutenant l'effort de résistance de l'Ukraine. Donc l'invasion pouvait détruire complètement le format européen, l'a rend serré, lui a donné de la force.
Et cette force a le format de la fraternité pour moi. Donc, pour moi, le mot de maintenant, c'est la fraternité. C'est le sentiment de la fraternité. Est-ce que ce mot de fraternité s'applique aussi ou pourrait s'appliquer à votre relation, à la relation que vous avez nouée avec la nature? On vous sait montagnard, vous racontez aussi dans ce livre votre relation particulière à la mer, vous le napolitain, tel que vous l'a aussi apprise et raconté, montré le pêcheur Nicolas. La montagne, c'était plutôt votre père qui vous a d'abord fait marcher vos premiers pas sur le Vésuve avant de vous amener dans les Dolomites. Vous en avez fait des livres aussi sur cette passion qu'est la montagne aujourd'hui pour vous. Mais comment vous regardez la nature? Est-ce qu'il faut la regarder de manière confraternelle, intime, fusionnelle aussi, pour essayer de renouer avec elle? Non, 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 non. Il n'y a pas de fraternité avec la nature. Nous sommes des hôtes, plutôt des intrus. Et en montagne, on voit très bien que l'intrusion, parce que la montagne, c'est un espace vide, inhabité, inhabitable. Quand tu arrives en sommet, tu n'es pas arrivé descendu sur une île que tu t'installes. Non, tu es arrivé au sommet, tu dois descendre. Le but de l'ascension est de revenir au point de départ. Et donc la montagne, la nature est un endroit. Je fais une différence entre le mot nature et ambiance. Nature est là où nous ne sommes pas. Ambiance, c'est du verbe latin, lui aussi ambire, qui veut dire encercler. L'ambiance est ce que nous encercle. L'humanité s'est toujours sentie encerclée par l'ambiance et a essayé de forcer les limites de l'encerclement, de conquérir l'espace autour d'elle, à soumettre l'ambiance. C'est l'ambiance dans le sens d'environnement. L'environnement. L'environnement a été encerclé. Maintenant, l'encerclé était ce qui encerclait et maintenant est encerclé par la pression humaine. La nature est là où nous ne sommes pas autorisés à être. Nous sommes on s'aperçoit d'être d'une taille infime dans l'immensité de l'espace de la montagne. Et là, on est complètement dépourvu d'invitation ou c'est pas un champ de jeu, ce n'est pas un champ de gare. C'est un endroit où nous sommes des étrangers parfaits. Et donc, comme des étrangers parfaits avec une ambiance qui nous ignore. Et ça, c'est déjà un acte de gentillesse. Là, il faut passer sans laisser aucune trace, ou le minimum de traces. Et là, je me souviens d'une alpiniste femme qui avait gravi toutes les montagnes, les 8000 de la planète, et qui était fâchée contre l'atterrissage sur la Lune. Parce que les astronautes, là, ils avaient mis les pieds sur la Lune et laissé trace. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... Et alors les traces sont restées là, ils sont encore là, les traces de la descente sur la Lune. Il faut, quand tu es dans le désert du monde, tu ne dois pas laisser de traces. Ça, c'est un acte de respect, le seul acte de respect que tu peux porter. C'est un acte gratuit, tu ne peux pas demander d'être respecté par la nature. La nature t'efface dans un moment à l'autre. Nous sommes napolitains, nous sommes sous un volcan catastrophique, donc nous sommes intimes avec le déménagement urgent. Allez, début mars paraîtra Grandeur Nature. C'est des récits
que vous avez rassemblé sur la filiation et sur cette question, en gros, des générations à travers des œuvres d'art. C'est un petit livre qui va paraître chez Gallimard. Je me suis dit qu'on pouvait en donner une petite primeur au public de la Maison de la Poésie ce soir, même si le livre paraîtra dans 3 semaines. Et dans un premier récit, Éric De Luca, vous revenez sur la figure du père à travers un tableau de Marc Chagall qui est de 1911 et qui est exposé hommage à Paris. Le père est là devant son portrait, peint par son artiste de fils, Chagall, de manière originale, comme vous le racontez, à la mode de ce début du XXe siècle. Et vous observez ce père qui ne se reconnaît pas dans ce tableau, dans ce portrait qui est fait de lui. Vous l'imaginez en train de se lisser un peu la barbe et en ébauchant un sourire et en disant à son fils « Est-ce que c'est moi, ça ?» Cet homme, écrivez-vous, qui restera fixé dans un portrait format égalitaire, grandeur nature, celle qui existe, parents et enfants, simplement entre des parents et des enfants. Est-ce que c'est ça pour vous, la vie grandeur nature, pour reprendre le titre de ce recueil de récits à paraître? Est-ce que la vie grandeur nature, elle est aujourd'hui, vous diriez, tout entière contenue dans ce lien particulier entre père et fils? Entre père et fils, il y a un nœud. Entre parents et fils, il y a un nœud qui se forme. Quand j'ai pris à côté de cette histoire de Chagall, j'ai accroché à cette histoire de Chagall l'histoire d'Abraham et Isaac. Parce que c'est la relation père-fils la plus violente possible. Un père qui va sacrifier son fils, non? D'abord, il faut faire une petite modification iconographique. Parce que dans les tableaux, on voit toujours un Abraham qui est un géant, même que ancien, mais un géant, et un petit garçon qui est là pour être sacrifié. La littéralité du texte est exactement le contraire. Abraham, c'est un vieux. Il a 100 ans. Et Isaac, c'est fort comme un taureau. C'est un jeune homme qui a une force, toute la force de la jeunesse. Parce qu'on lit qu'il se charge du bois pour l'amener sur le sommet de la montagne. Donc, se charge du bois qui sert pour un sacrifice. Ça rend quelques centaines, 50, 60 kilos sur le dos. Donc, il arrive là-haut, et il collabore à son sacrifice. Il obéit à son père. Il aurait pu l'envoyer au diable, le laisser là sur la montagne, à se débrouiller. Il se fait lier par son père. Il offre ses mains, ses pieds et sa gorge à son père pour respecter la volonté de son père, pour respecter la relation que son père a avec cette divinité, que seulement son père écoute. Il ne sait rien du tout de ce qui est cette divinité. Donc, il y a là un héroïsme, un extrémisme de l'obéissance que j'ai mis à côté comme au début parce que c'est là le maximum. Après, je me suis trouvé avec ce tableau du père de Chagall. Parce que le musée d'art et d'histoire du judaïsme m'avait demandé de choisir une œuvre dans leur collection et d'écrire sur cette œuvre. Et donc, en visitant les salles, voilà, j'ai vu le père de Chagall. Alors je me suis dit, parce que Chagall, c'est un de mes peintres préférés. Donc, j'écris sur ça. Donc, Chagall peint son père à Paris, mais son père est à Vitebsk, à milliers de kilomètres. Donc, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait avec son père? Il laissait un acte de réparation face à son père. Vous savez, son père était un marchand de poissons, de harengs. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a des proches ou une famille poissonnière, mais l'effet d'avoir une famille poissonnière est d'avoir une odeur identifiable.
partout, non? Chagall haïssait cette odeur de poisson et de la substance avec laquelle on garde les poissons. Bravo. Ça s'appelle comment? La saumure. La saumure, voilà. Et donc, cette saumure, qui était son obsession de l'adolescence, il peint son père et il lui met sur le manteau, sur son habit, il lui met la louisière de la saumure. C'est un acte de commotion et d'essayer de réparer la distance qu'il avait prise, la distance qu'il avait mise. C'est son père qui, lui, il était le premier fils d'une famille nombreuse, mâle. Il aurait dû bien aider la famille, faire le métier du père, soutenir le reste de la famille. Il est parti. Il est allé d'abord à Saint-Pétersbourg, après il est parti pour Paris. Il a tout quitté et son père lui a permis la trahison. Il y a une relation à l'envers entre le père et fils face à celle d'Abraham et Isaac. Et vous, du coup, vous avez trahi votre père en devenant écrivain, en partant et en devenant écrivain, ou vous avez au contraire obéi à ses désirs? Non, donc, hérité de ses désirs? D'abord, je l'ai trahi complètement parce que je suis parti. Je l'ai quitté. J'ai quitté la maison, j'étais à l'air. Toutes ces imaginations, ces désirs, ces volontés, ces imaginations sur moi. Oui, mais l'écriture, ça a été la réconciliation? Non, on hérite plus souvent les regrets ou les dettes. Oui, vous dites de la dette, de la tâche inaccomplie, du regret et du malentendu. Ça on l'hérite, mais sans vouloir, non? Sans vouloir. On ne peut pas renoncer à ce genre d'héritage. Les regrets. Et alors, inévitablement, j'ai réagi à ces regrets en essayant de les accomplir. Donc, il a mis les montagnes et j'ai fait l'alpiniste. J'ai gravi les montagnes qu'il aurait voulu gravir. Il était un lecteur et j'ai fait l'écrivain. Il regrettait le fait de ne s'être pas engagé dans la résistance. Quand Naples a été libéré par les Américains, il s'est occupé de sa vie, il a récupéré sa vie qui avait été complètement séquestrée par la guerre. Il a regretté de n'avoir pas fait quelque chose pour le reste de l'Italie, pour son pays. Et j'ai fait le militant. Donc, je pense d'avoir hérité inévitablement ses regrets et ses dettes. Et le livre que j'ai pu lui offrir était tout simplement un cadeau. Un cadeau qui lui a permis d'imaginer un futur différent, que à la fin s'est produit parce que c'est pas tout de suite. J'ai publié mon premier livre à la fin des années 80 et j'ai travaillé comme ouvrier encore pour 7 ans, donc ce n'était pas du tout de suite. Je n'avais pas gagné au loto avec le premier livre. Et ben voilà. Mais vous l'avez aussi dit, ce qui est joli, c'est que la passation de pouvoir n'a pas eu lieu. Vous n'êtes pas devenu père, donc vous êtes resté fils. Totalement le fils de votre père. Eh si, c'est pour ça que je suis contemporain de toutes les générations présentes. Parce que je ne suis pas passé de l'autre côté. C'est comme être client d'un ostéria, non? D'un bistrot, et rester toujours client. On ne passe pas de la part du vendeur de la boisson. Juste pour terminer, parce qu'on a l'heure tourne. Qu'est-ce que c'est? Tourne? Oui, on est dans la maison de la poésie. L'heure tourne, l'heure passe, tourne. Ah. Et vous m'avez dit, j'ai le droit à un moment de vous dire, Héry, lis. Je ne donne pas beaucoup d'ordre habituellement, mais on va voir si ça marche. Il m'a tutoyé maintenant. Hein. Il m'a tutoyé.
J'attache de la valeur à toute forme de vie, à la neige, la fraise, la mouche. J'attache de la valeur au règne animal et à la République des étoiles. J'attache de la valeur au vin, tant que dure le repas, au sourire involontaire, à la fatigue de celui qui ne s'est pas épargné, à des vieux qui s'aiment. J'attache de la valeur à ce qui demain ne vaudra plus rien et à ce qui aujourd'hui vaut encore peu de choses. J'attache de la valeur à toutes les blessures. J'attache de la valeur à économiser l'eau, à réparer une paire de souliers, à se taire à temps, à accourir en cri, à demander la permission avant de s'asseoir et à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi. J'attache de la valeur à savoir où se trouve le nord dans une pièce. Quel est le nom du vent en train de sécher la lessive? J'attache de la valeur au voyage du vagabond, à la clôture de la moniale, à la patience du condamné, quelle que soit sa faute. J'attache de la valeur à l'usage du verbe aimer et à l'hypothèse qu'il existe un créateur. Et bien de ces valeurs, je ne l'ai pas connu. Merci beaucoup à la Maison de la Poésie de nous avoir accueillis pour cet échange aujourd'hui, ce soir. Merci beaucoup à vous d'être venus nombreux. Monsieur se lève parce que monsieur est prêt à aller signer aussi si vous le souhaitez. C'est ça, je crois. On est d'accord? Il y a une table, un stylo. Et voilà, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire, mais si ce n'est que ce quarto est là, désormais. Merci beaucoup.